sont les politicards? Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention, mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements, mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, normalement la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans la conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue au tribunal de l'actualité. Il y a deux vérités qu'il ne faut jamais séparer en ce monde. La première est que la souveraineté réside dans le peuple. La seconde est que le peuple ne doit jamais l'exercer. C'est une pensée des Rivalol à méditer en cette journée du 11 octobre 2019. Bienvenue à cette dernière convocation pour cette semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés donc les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Je suis le président Loukman Sanfo et je dis bonjour au juge au siège, Geoffroy Vara. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Vous êtes le seul juge au siège qui termine cette semaine d'actualité avec nous, puisque le juge Bouma est en mission. Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité et surtout merci à toute l'équipe de réalisation, celle qui nous réalise à la radio, c'est la télé, sans oublier que vous pouvez nous suivre de façon instantanée, de façon permanente à travers la plateforme infowacat.net. Alors, comme vous le savez, mesdames, messieurs, nous sommes à quelques jours de la rencontre devenue traditionnelle, dialogue État-secteur privé qui, cette année, se tiendra le lundi 14 et mardi 15 octobre 2019 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, sous le thème « Stratégie d'intégration des entreprises burkinabées dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales ». Vous le savez, c'est un grand rendez-vous privilégié d'échange entre le gouvernement et le secteur privé sur la santé donc de l'économie nationale. Et cette année, une certaine voix s'est élevée pour s'interroger sur la conduite de cet événement majeur, surtout en termes de représentabilité. Pour elle, en tout cas, il faut dire que, en définitive, le gouvernement ne discute qu'avec lui-même. Cette voix est portée par Dr Ferdinand Ouedraogo, qui est notre convoqué ce matin pour se prononcer sur la tenue de cette activité majeure. Bonjour, Dr Ferdinand. Bonjour, Président. Merci de vous retrouver. Bonjour, juge Vara. Bonjour. Merci de vous présenter devant le tribunal de l'actualité, mesdames, messieurs. Nous allons écouter les avant-propos du juge au siège, Geoffroy Vara, juste après cette virgule. L'actualité étant plurielle, nous avons permis à travers cette rubrique au juge d'aborder les autres points justement de cette actualité. Geoffroy Vara, vous avez la parole. Merci Président. Mon avant-propos, je l'ai abordé hier puisque vous m'en permettiez que deux. J'en ai fait une petite virgule et je voulais donc revenir un peu dans le détail là-dessus parce que ça me tenait à cœur. C'est un avant-propos qui concerne bien le Burkina Faso avec des entrepreneurs d'une autre espèce et qui aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui aussi est raconté dans les médias pour son éconduite. Et c'est peu même que de le dire. Et quelqu'un qui prend des marchés
auprès de centres hospitaliers pour ce qui est de la gestion des déchets. On sait que c'est des déchets biomédicaux et donc ça veut dire que c'est des déchets singuliers et singuliers de par leur spécificité qui a un fort caractère dangereux. Donc on ne vient pas le prendre comme on le prend en charrette devant souvent nos maisons et tout. Et maintenant, même quand on l'a enlevé, ces déchets-là, il faut les détruire. Et il y a un process aussi pour cela. Donc, lorsqu'on vous donne ce type de marché, ça veut dire que vous donnez la garantie au moins que vous en êtes capable. Et de l'enlever et puis de détruire, ou en tout cas de le convoyer pour destruction. Et voilà un malin qui, pour l'autre pan, donc il enlève, mais ça va parquer ça dans une villa. Je me demande comment est-ce qu'on peut réfléchir ainsi. Et c'est un quartier, c'est Ouaga 2000, c'est un quartier résidentiel. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a un périmètre dans lequel il y a d'autres habitations. Est-ce qu'on pense à ces personnes-là? Les gens sont tellement enclins à se faire beaucoup plus d'argent qu'ils en sont à oublier le caractère humain qui devrait être les nôtres et les valeurs que nous devrions partager. L'argent sur le corps des gens, c'est pas de l'argent sain. Mais vous voyez, c'est des gens qui finiront et qui iront à l'église ou à la mosquée et qui prieront et rentreront comme des personnes exemplaires. C'est pas la première fois aussi qu'au Burkina on a ce genre d'exemple. On a des personnes qui louent, et ça on l'a vu à Ouagadougou, une maison dans un quartier, je dirais, résidentiel, même si c'est non loti ou dans un autre quartier, parce que les exemples ont été nombreux. Et qu'est-ce qu'il vient entreposer? Ces outils de déminage, ce qu'ils utilisent dans leur paillage. Vous vous posez la question, avec les coupures d'électricité, les problèmes que nous avons, si ça pète, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, quand on est à ce niveau d'investissement, c'est pas des pièces qui manquent chez soi. C'est parce qu'on aime ces enfants qu'on ne va pas les entreposer là-bas. Mais on ne peut pas aller le faire à côté de d'autres familles. Et ça interpelle aussi le citoyen de façon générale. Aujourd'hui, sur le marché, on a, pour l'appât du gain, des poisons qui sont vendus. Le monsieur n'osera jamais donner ça à sa famille parce qu'il connaît le caractère dangereux. Mais parce qu'il a importé, il sait que la marge bénéficiaire est intéressante, il s'en va, il continue de vendre. Mais en même temps aussi, à un certain niveau, ça interroge aussi les processus que nous avons de contrôle et tout. Quand on parle du premier exemple par lequel j'ai commencé, on nous dit que c'est récidiviste. Comment est-ce que quelqu'un qu'on a déjà attrapé dans une dynamique aussi dangereuse peut se retrouver à contracter encore des marchés? C'est la réalité dans laquelle on est. Monsieur vient faire Cissé et frère, quand on l'attrape, je sais pas, il vient faire business entertainment, quelque chose et frère. Et il est dans le même deal, il fait les mêmes choses. Il faut qu'on ait un système plus réfléchi que ça. Et puis, il faut aussi qu'il y ait, comment dire, quand on épingle quelqu'un, il paie vraiment pour le forfait. C'est notre société qui en dépend. Donc, je dis, il y a beaucoup d'interpellations à l'intérieur du sujet qu'on aborde. Et pour moi, je voulais le prendre en avant-propos parce que c'est une grosse leçon et ça devrait servir d'exemple. D'accord. Merci bien pour ce regard sur cette actualité qui a été largement relayée par les médias et en tout cas qui au cœur des opinions en ce moment. Alors, à présent, nous allons porter un jugement sur ce grand rendez-vous qui réunit dans quelques jours, on va dire comme ça, les acteurs économiques burkinabés dans la ville de Sia, c'est à Bobo-Dioulasso. Ça se tiendra le lundi 14 et mardi 15 octobre à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso sous le thème stratégie d'intégration des entreprises burkinabées dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. On parle ici de cette rencontre annuelle État, secteur privé. On fait souvent la confusion avec ces rencontres avec les syndicats qui peinent aussi à se tenir. Alors, on va porter un jugement sur l'organisation pour cette année avec le regard de Dr Ferdinand Ouedraogo. Encore une fois, bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Parlons de l'approche de l'activité, l'événement, on a vu qu'il a suivi quand même certaines mutations. Au départ, c'était rencontre gouvernement secteur privé. À ce jour, depuis l'année passée, je crois, les choses ont évolué pour prendre la dénomination de État secteur privé. Pour donner, on va dire, une dimension pérenne à l'activité. Quelle est votre approche déjà de cette considération des choses? Je vous remercie pour la parole, Monsieur le Président. En fait, j'aimerais dire quelque chose de basique pour
pour toute organisation de ce type de rencontre, il faut qu'on associe des parties différentes, notamment le secteur privé d'un côté et le gouvernement ou l'État d'un autre côté. Mais là, ici, on assiste à une comédie parce que c'est l'État d'un côté et encore une facette ou bien un détachement de l'État d'un autre côté. Voilà, je m'explique. On va parler de la responsabilité, il n'y a pas de souci. Voilà. Je parle ici pour l'instant de la conception de l'événement qui devient État, secteur privé en lieu et place du gouvernement, secteur privé. Oui, puisque le gouvernement fait partie de l'État, le secteur privé également fait partie de l'État, mais c'est des entités qui sont différentes. Maintenant, quand on rapporte ça à l'État, secteur privé, ça veut dire qu'on va parler de tout ce qui est secteur public par rapport au secteur privé. Voilà peut-être ce que je peux dire par rapport à ça. Mais ce que nous voulons peut-être faire comprendre, c'est que quand on parle du secteur privé, on a affaire à une entité qui est libérale, qui n'a pas les mêmes contraintes que le secteur public. Or, ici, le secteur privé burkinabé est représenté par une structure qui apparemment est un établissement public de l'État. Donc ça, c'est un peu contradictoire, parce que pour discuter ensemble, il faut avoir des parties qui sont différentes. Mais si on discute avec soi-même, alors qu'en réalité, depuis longtemps, c'est ce qu'on passe notre temps à faire. On passe le temps à discuter, l'État passe le temps à discuter avec des interlocuteurs qu'il a déjà choisis. Et ce n'est pas les interlocuteurs qui représentent réellement le secteur privé burkinabé. Voilà, donc c'est là où je voulais... Vous allez trop vite en besoin. On va aller par étapes. Oui. Alors, le fait que le gouvernement soit dans une disposition à échanger, à discuter chaque année avec le gouvernement, le secteur privé, est-ce une bonne chose? Parce que ailleurs, on connaît la valeur du secteur privé, mais on n'a pas de rendez-vous aussi périodiques comme nous l'avons au Burkina Faso. Oui, c'est là où je trouve que c'est intéressant. C'est bien de vouloir échanger avec le tissu économique pour connaître ses besoins et puis l'aider à transformer dans le sens positif. Mais il faut discuter avec réellement les représentants de ce tissu économique. Et là, c'est pourquoi j'ai préféré rentrer directement dans le vif du sujet, parce que discuter ou bien échanger signifie qu'on échange avec quelqu'un d'autre, pas avec soi. Alors qu'ici, ce qui est présenté, c'est une organisation de l'État qui discute avec un de ses détachements. Voilà. Alors, Geoffrey Vara, je ne sais pas si c'est une question que je vous pose en même temps. Voilà. L'année dernière, nous recevions sur ce plateau Madame la directrice en charge de la question pour parler effectivement du changement de dénomination. L'argument donné, c'était pour donner un caractère justement pérenne à cette activité-là. Est-ce que après le temps que vous avez pu observer, est-ce que ça donnait un cachet particulier à l'activité finalement? Cachet particulier, je crois que le problème que pose Ferdinand et que je partage moi, parce qu'on posait la question aussi la dernière fois, c'est d'un point de vue sémantique. Quand on dit l'État, il y a une définition que les gens donnent qui représente tout. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est tout le monde. Donc si c'est tout le monde, quand l'État discute avec une partie de tout le monde, c'est l'État discute avec lui-même. Maintenant, quand c'est gouvernement, ça veut dire que c'est les gens qui font partie aussi de cet État-là, tout comme de ce secteur privé. Ça veut dire que c'est ceux qui ont à charge d'exécuter un programme qu'ils déroulent et dont l'un des bras, c'est vrai que ça concerne à la fois le privé, mais dont les bras premiers est tout ce qu'il y a comme force publique mise à sa disposition. Ok. Maintenant, quand on discute avec le secteur privé, c'est deux entités bien distinctes qui discutent. Maintenant, quand c'est l'État avec le secteur privé, c'est un secteur privé qui fait partie de cet État-là. Et je pense que c'est sur le plan sémantique, c'est un problème qu'il pose qui tient. Maintenant, si c'est pour, si la nouvelle forme et la nouvelle formulation prêtent un peu confusion. C'est clair aussi qu'on le pose. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose dans le fond, dans la façon dont les discussions sont menées? Nous, on ne le sent pas vraiment. Et puis, bon, il y a une autre chose que je me pose. Est-ce que c'est le changement d'appellation qui donne le caractère pérenne? C'est pas ça. Le plus important, quand on parle de pérenniser quelque chose, c'est lui donner une certaine valeur et un contenu. Et le contenu et la valeur n'existent que dans l'application, notamment des recommandations qui sortent
de ces conclaves-là. Et non seulement cela, la façon dont les discussions sont menées en interne, et puis comme il le disait aussi, que l'échantillon qui aille soit représentatif du groupe qu'il va représenter, de sorte à ce que ce soit les propositions qui sont l'émanation claire et intrinsèque de cette masse-là en termes de préoccupation et tout. Et donc, dans ce cas de figure, vous allez converger vers des solutions qui seront pérennes parce qu'elles concernent la plupart des entreprises qui font partie de ce privé-là. Mais vous convenez aussi qu'un gouvernement, dans son essence, est changeant, et vouloir inscrire la chose sous le prisme de l'État, c'est quand même une valeur absolue. Et si vous dites que vous engagez, je ne sais pas, quand on parle de rencontre gouvernement-syndicat, ça se fait depuis. C'est-à-dire que les hommes passent, le gouvernement demeure. Le Premier ministre passera, le gouvernement demeurera. Les engagements du Premier ministre passé, ceux qui sont là vont le rappeler au Premier ministre actuel. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est pas pour cela qu'on a, pour certaines situations, des engagements pris par certains gouvernements qui ont du mal à être implémentés par le gouvernement arrivant? Ça veut dire qu'on va appeler maintenant toutes les rencontres gouvernement, État, syndicat, gouvernement, État, ceci, gouvernement, État, cela. C'est ça qui va rendre les décisions la plus pérennes? Je ne crois pas. Il y a des entités qui discutent, il faut d'abord les cibler. Sinon, si vous vous trompez sur la qualité et l'identification de ceux qui sont autour de la table de discussion, vous risquez de sortir avec des résultats qui sont tronqués. Identifions-nous d'abord de façon très claire avant de discuter, et puis après, on saura vers où on va. D'accord. Alors, Dr Ouedraogo, vous dites que, en définitive, c'est comme si c'était l'État qui discutait avec lui-même. Expliquez-vous. On avait parlé une fois ici, je pense il n'y a pas longtemps, d'une question relative à la Chambre de commerce, qui est en temps normal la structure nationale qui représente le tissu économique. Voilà. Mais bon, on avait dit en tant que cette structure n'était pas légalement constituée, mais il y en a qui disent que c'est un établissement public de l'État à caractère professionnel qui a été créé par décret. On n'a jamais retrouvé le décret là dans un journal officiel de 1960 jusqu'à aujourd'hui. On a toujours demandé à le voir. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'en réalité, on nous a fait croire que notre secteur privé est représenté par une chambre de commerce qui a été créée par notre tissu économique, alors que c'est faux. Voilà, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le texte constitutif dans notre droit national ici. Le seul texte constitutif que nous avons pu trouver, c'est un arrêté colonial de 1948. Donc, ce qui veut dire que c'est un arrêté de droit français qui représente les intérêts du secteur privé libéral burkinabé. C'est un scandale. Et cette chambre ne peut pas représenter le tissu économique national. Et donc, vous aviez posé le problème de vie. Vous aviez été justice sur cette question ou pas? Oui, en fait, il y a des pressions. Il y a des pressions. Il y a un juge qui s'est associé avec un avocat corrompu et qui fait l'objet actuellement d'une récusation. Parce qu'on a assigné l'Assemblée consulaire qui porte le titre de chambre de commerce, mais on n'a pas assigné la chambre de commerce parce qu'il n'y a pas d'institution qui s'appelle chambre de commerce du Burkina dans notre droit national. Mais je veux dire juge associé à avocat corrompu, c'est pas un peu fort? Non, c'est très bon parce que tout simplement c'est la réalité que ça traduit. Puisqu'en fait on a assigné quelqu'un. Quand quelqu'un vient dans un procès, par exemple, m'avait convoqué moi. Si quelqu'un venait à ma place ce matin, répondre à ma place, vous allez lui dire non, c'est pas vous qui êtes convoqué et le laisser partir. C'est ce que le juge devrait faire normalement, c'est ce que vous allez faire normalement, mais ce n'est pas le cas dans la pratique. Donc nous avons récusé ce juge parce qu'il veut faire passer quelqu'un pour quelqu'un qui n'est pas, et représenter quelqu'un qui n'existe pas légalement. Donc du coup, il y a une certaine forme de connivence que nous ne pouvons pas tolérer, qui ne va pas permettre de dire le droit, parce qu'on invite quelqu'un qui est susceptible de venir. Mais si la personne n'est pas légalement constituée, qu'elle ne peut pas venir, un avocat ne peut pas venir faire semblant de représenter un client qui n'existe pas. Les avocats peuvent défendre le diable, mais ils ne peuvent pas défendre les néants, ils ne peuvent pas défendre un client qui n'existe pas. Voilà pourquoi on a dû récuser ce juge, pour que rapidement on passe aux choses sérieuses, qu'on constate la dissolution de cette organisation qui a été dissoute depuis 1960. Parce que l'ONU a adopté une résolution. C'est ce qui a fait en fait que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont partis, ont soi-disant récupéré leur indépendance vers 1960. Parce qu'il y a eu une résolution que les Occidentaux dont ils avaient connaissance et ils savaient pourquoi il fallait qu'ils décolonisent rapidement. Et c'est la résolution 15-14, je pense, des Nations Unies sur la décolonisation dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Donc cette chambre de commerce est une forme, ou bien cette chambre de commerce est une manifestation en fait du droit ou bien de la domination coloniale sur notre économie, parce qu'elle représentait à l'époque les intérêts économiques d'outre-mer ou bien les intérêts des secteurs privés français. Bon, là on est allé un peu. Voilà, on a réveillé un vieux problème. Voilà. Qu'on a déjà abordé ici. D'accord. Il faut quand même faire remarquer que c'est pas seulement les représentants de la chambre de commerce qui prennent part à cette activité, cette rencontre gouvernement État secteur privé, parce que quand on interroge un peu certains opérateurs économiques,
ils n'ont jamais manifesté une certaine animosité vis-à-vis de cette activité-là. La preuve, c'est que le ministère en charge du commerce a récemment organisé des rencontres régionales pour expliquer et préparer justement cette rencontre nationale. Est-ce qu'on peut parler ici on peut dire que ces opérateurs économiques ne sont pas représentés comme cela se doit? Mais naturellement, Monsieur le Président, vous savez bien que si vous avez une chambre qui est réellement structurée, elle serait forcément décentralisée, ce qui va permettre à toutes les régions de ce pays d'avoir une représentativité au sommet de leurs intérêts. Maintenant, cette discussion que le ministre allait faire lui-même, ce n'était pas à lui de faire ce travail, parce que le gouvernement a fait ce travail en interne. Donc c'est à l'intérieur de la chambre, normalement, si elle était à nous, que ce travail devait être fait pour que maintenant les résultats de ce qu'on aurait voulu ou bien discuter avec le gouvernement en face vont être présentés au gouvernement qui a eu aussi le temps de préparer en fait ces points en fait de discussion avant de venir à la rencontre. Mais ici, c'est comme si on vous appelle pour vous servir ce qu'on veut. D'abord, quand vous regardez le thème stratégie d'intégration des entreprises burkinabées dans la chaîne de valeur, mais non, il faut structurer nous-mêmes. Le thème devrait être structuration de nos chaînes de valeur, en commençant par structurer nous-mêmes notre secteur privé, en constituant notre première chambre nationale de commerce, pour discuter de nos problèmes qu'on va un jour porter devant les gouvernants quand il faudra peut-être qu'il y ait leur appui. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de l'État pour entreprendre. Est-ce que la structuration ne s'intègre pas dans la stratégie? Mais la structuration n'existe pas puisqu'on n'a pas d'organisation représentative du secteur privé. Celle qu'on a, c'est une organisation de droit français. Et nous on en a, c'est vous qui ne la reconnaissez pas. Non, c'est pas nous qui la reconnaissons pas. Le droit ne la reconnaît pas comme étant burkinabé. À partir de ce moment, nous, on ne peut pas la reconnaître. Mais ça n'a pas encore été vidé. Non, en fait, nous sommes en train d'aller avant, même puisque c'est pas un problème qu'on attend de vider avant de passer à l'essentiel. C'est un constat qu'on a demandé à la justice de faire. Sinon, c'est pas nous qui avons fabriqué les faits. La justice ne ferait que constater les faits et dire le droit par rapport aux faits constatés. Mais en attendant, nous avons l'obligation de penser à créer notre nouvelle chambre de commerce nationale, créée réellement par, le consentement de tous les opérateurs économiques ou bien les chefs d'entreprise burkinabés, pour défendre nos intérêts burkinabés, nos capitaux burkinabés, contre les multinationales qui sont en fait à la tête de cette chambre de commerce. Il n'y a pas que la chambre de commerce. Oui. Quand on parle de cette rencontre avec le privé, il n'y a pas que la chambre de commerce, il y a d'autres entités qui n'ont pas les soupçons que vous avez, notamment sur cette chambre-là. Donc ça participe d'élargir le débat à différents secteurs, d'activité. C'est ça aussi l'opportunité de ce type de rencontre. Je peux dire un mot, monsieur? Allez-y. Okay. En fait, les différents secteurs d'activité dont vous parlez sont déjà à l'intérieur, pris en compte dans les chambres de commerce. Voilà pourquoi il y a intérêt d'avoir des chambres de commerce dans chaque pays. Ça prend en compte tous les domaines d'activité, tous les secteurs d'activité des chefs d'entreprise dans un pays. Et comme nous sommes dans un système économique qui est libéral, il doit être permis aux chefs d'entreprise qui peuvent entreprendre de manière libre de pouvoir s'associer aussi de manière libre et puis pouvoir représenter ou bien défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics librement. Mais ici, ce n'est pas le cas. On a affaire à une structure qui est de façade privée, mais en réalité qui est une structure qui a été prise en compte par l'État, parce qu'en fait c'est l'État qui lui a donné un statut public, alors qu'en réalité c'est du faux. Puisque l'État ne peut pas s'approprier d'une institution ou bien d'une organisation de droit étranger pour dire que c'est cette institution qui représente le secteur privé, discuter avec cette institution. En fait, c'est une fausse approche de la représentativité du secteur privé qui est servie au secteur privé, parce que les gens sont occupés à leurs affaires, ils ne peuvent pas prendre le temps de venir peut-être de chercher à régler ce problème de représentativité en fait de leur tissu économique pour pouvoir faire en sorte que le gouvernement prenne au mieux prenne en considération leurs intérêts. Voilà un peu ce qui se pose comme problème. Quand on vous écoute, c'est comme si c'est une rencontre pour employer le terme État, chambre de commerce, c'est ce que vous voulez dire? Justement, puisque la base même de la rencontre là, c'est ça. Puisque le secteur privé, la structure fêtière mère de tout secteur privé dans chaque pays, ce sont les chambres de commerce. C'est comme les ambassadeurs en fait du tissu économique. Donc, quand vous discutez avec l'État, il faut que ce soit les véritables ambassadeurs du tissu économique qui discutent avec l'État et non pas une oligarchie ou bien une certaine classe financière qui vient discuter pour le compte en fait des PME, PMI, des structures du secteur privé. Voilà un peu la nuance qu'il faut relever. Sinon, en réalité, l'État doit avoir en face de lui un interlocuteur crédible. Mais quand un interlocuteur déjà même pose un problème de droit, c'est-à-dire qu'il n'est pas légalement constitué, alors qu'il est censé fédérer en fait tout le tissu économique, et à la suite les autres viennent, ça pose un problème. Voilà pourquoi nous parlons de ce problème de représentativité là comme étant la base du succès en fait de ce dialogue là. Puisque si vous avez des partenaires qui sont réellement
capable d'échanger avec des points de vue pertinents avec vous. Vous êtes à même de réfléchir ensemble et de trouver des solutions. Mais quand vous discutez avec vous-même ou bien vous portez des points de vue que vous avez déjà en interne, en fait, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat, en fait, il n'y a pas de discussion. Vous posez deux problèmes. Oui. Ça veut dire qu'il y a la question des textes qui pour vous fait que cette chambre même n'existe pas ou bien elle n'est pas légale. Voilà, elle est légale. C'est ce que ça. vous dites. Oui. Mais il y a cet aspect-là et puis à l'appropriation que les gens font de cette chambre de commerce-là un peu partout parce qu'ils estiment que ça représente les intérêts et c'est leur représentation et leur représentativité dans l'argumentaire et dans la discussion notamment avec le public, je vais dire de façon comme ça, et les décideurs. Donc il y a les textes qui font que c'est illégal parce que peut-être depuis un certain nombre d'années, il y a ce qui devait être accompagné, qui ne l'a pas été depuis les indépendances. Mais il y a le fait que c'est une chambre qui a continué d'exister avec peut-être l'État qui sont ceux de la légalité des textes, mais il y a l'appropriation organisationnelle même des hommes. C'est-à-dire que des acteurs qui la constituent. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, hormis les textes, pour vous, c'est une chambre qui est aux ordres, c'est une chambre fantoche, elle ne représente pas vraiment les intérêts du commerce de façon très claire, ou des mines, ou des différents secteurs qui la composent? Et pourquoi est-ce que les acteurs, à part vous qu'on entend, ne s'en plaignent pas? Ah non, je pense qu'il y a eu des élections consulaires qui se sont mal passées ici il n'y a pas longtemps. Des gens se sont plaints de comment est-ce que c'est organisé, la démocratie en fait dans cette chambre-là. En fait, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Peut-être leur voix n'est pas portée à votre niveau. Vous savez, souvent, l'information de base n'arrive pas souvent au niveau parce que les voix de ceux-là qui sont les plus nombreux et qui ne sont pas les plus forts financièrement ne parviennent pas à vous, peut-être vos oreilles en tant que journaliste, afin que vous puissiez relayer leur voix. Sinon, il y a de nombreux plaignants de cette chambre-là à la base, mais ils ne savent pas quoi faire. Puisqu'il y en a qui sont même allés ester en justice contre cette chambre bien avant nous. Mais ils ne savaient pas qu'elle n'était pas légalement constituée. Donc, ça veut dire s'ils avaient l'information, si par exemple on avait mis un peu plus tôt en marche notre société ou bien notre organisation, ces gens n'auraient pas peut-être pris cette démarche judiciaire-là. Voilà, ils auraient pris le sens que nous avons pris, notamment en demandant la constatation de la dissolution en fait de cette chambre qui devait être faite depuis que nous avons commencé à rentrer dans notre première république. Mais c'est une erreur. C'est une erreur et on a voulu corriger ou bien, comment on appelle ça, cacher cette erreur. Et c'est ça qui est un peu dommage. Quand vous avez quelque chose qui n'est pas bien, vous arrêtez parce qu'on ne peut pas cacher l'illégalité. Quand vous cachez quelque chose d'illégal, vous-même vous êtes complice en fait de cette illégalité-là. Donc le gouvernement actuellement est complice en fait de cette fraude parce qu'il y a des décrets qui ont été pris pour approuver les statuts de cette chambre coloniale-là. Mais en réalité, les mandatures de cette chambre coloniale-là n'ont jamais été interrompues de 1948 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui veut dire qu'il y a un véritable problème. Puisque si vous voulez discuter, il faut discuter sur des bases sincères et puis légales. Voilà un peu les premières bases solides en fait d'une discussion. Soyons sincères et allons sur des bases légales. Une fois que ces deux bases-là sont posées, on peut discuter en fait des autres détails. Mais s'il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de légalité dans votre débat, vous discutez en fait dans le vide. Parce que tôt ou tard, ces mêmes problèmes vont vous rattraper. Vous allez peut-être vous tromper, ou bien vous allez peut-être essayer de vous duper. Mais tôt ou tard, le droit ou bien le manque de loyauté va vous rattraper. C'est ce qui rattrape aujourd'hui cette institution-là après 59 ans de cavale. Donc c'est ce que nous sommes en train de vouloir dire au gouvernement. Il faut arrêter cette comédie-là parce qu'en réalité nous n'avons pas besoin d'être sous tutelle française parce que si le gouvernement s'accommode de ça, le secteur privé et libéral n'a pas reçu de transfert de compétences françaises. Il peut défendre lui-même ses propres intérêts de manière associative comme la Chambre des mines s'est créée avec l'effort des miniers pour représenter leurs intérêts. Maintenant c'est le tissu économique national qu'on confond aux multinationales étrangères parce que tout est mêlé dans cette chambre. Il y a des représentants de multinationales, il y a des étrangers, il y a tout. Alors qu'on parle de chambre de commerce nationale. Oui, mais voilà. Quand on regarde, vous faites carrément, vous mettez à l'écart le rendez-vous, qui est celui de l'État secteur privé. Non, on n'est pas. Parce que, à l'intérieur, vous avez un problème avec une entité que vous jugez toujours coloniale, la Chambre de commerce. Mais derrière, vous parliez des tissus économiques. Ce rendez-vous est celui de l'échange, notamment entre le décideur et ce tissu économique-là, dans sa représentation privée et dans son expression plurielle. Quand je dis expression plurielle, c'est pas seulement à travers cette Chambre de commerce, il y a plusieurs intérêts qui sont défendus là-bas. Et de groupements
bien précis, de producteurs dans des domaines aussi divers que variés, textiles, vous irez dans le bois et tout, vous aurez des représentants sur le secteur des mines et ceux qui représentent aussi la question d'action de priorité d'importation sur des secteurs bien précis. C'est pas et même les secteurs informels. C'est pas que la chambre de commerce seule, mais j'ai l'impression que quand on pose le débat, vous allez directement à celui qui est le débat de fond que vous avez avec la chambre de commerce. Vous oubliez qu'il y a d'autres acteurs qui seront présents, qui seront dans des échanges, et ça fait que bon, on ne peut pas aller au-delà de ça. Est-ce que c'est peut-être... J'ai bien compris, monsieur le juge va, mais en fait, je vais vous demander de me suivre attentivement. Quand vous laissez le principal pour aller à l'accessoire, vous êtes en train de vouloir dire, par exemple, que on doit peut-être prendre en considération d'abord l'accessoire avant le principal, alors que non. Juridiquement, l'accessoire suit toujours le principal. Maintenant, si le principal lui-même n'est pas légalement constitué, l'accessoire autour de ce principal-là peut ne pas avoir de repères solides. Pour vous, le statut, c'est ça le principal? Mais naturellement, une société, un chef d'entreprise, parce qu'en fait, on est dans le privé, on est régi par le droit WADA ici. Pour vous constituer, il faut suivre en fait les textes en vigueur. Donc vous ne pouvez pas aller discuter même dans ces genres de rencontres-là, si vous-même vous n'êtes pas légalement constitué. Donc pour vous, voilà. chambre de commerce exclue de la rencontre? Non, pas exclue. Je finis. C'est comme si chambre de commerce exclut de la rencontre, en tant qu'entité. Dans tous les cas, vous dites qu'elle n'est pas représentative de la réalité de notre tissu. Donc si cette représentativité-là est exclue et qu'on a un autre système de représentation, est-ce que le rendez-vous lui-même, État, secteur privé, il a son sens? Oui. Et puis pour vous, c'est sous quel modèle il devrait être mené? Non, voilà, c'est le modèle bipartite. Bipartite, pourquoi? Parce que d'un côté on a le gouvernement, de l'autre côté on a le secteur privé. Maintenant, quel est l'interlocuteur principal qu'on peut trouver dans le secteur privé pour discuter directement avec le gouvernement? En général, ce sont les chambres de commerce et les ambassadeurs en fait du secteur privé. Donc du coup, il faut qu'on règle le problème à ce niveau-là. Une fois que c'est réglé, les discussions seront fructueuses. Mais une fois que c'est pas réglé, c'est comme une caisse de résonance. On fait comme si on discute avec quelqu'un ou bien un interlocuteur qui est différent, mais alors qu'on ne discute pas. Parce que les sujets même de discussion ne sont pas élaborés peut-être de manière consensuelle. Parce que quand vous regardez par exemple le thème dénote que effectivement ce n'est pas de l'intérieur que c'est né, c'est venu peut-être d'ailleurs. Parce que quand on dit stratégie, non, la stratégie n'a pas d'intégration. Stratégie d'intégration des entreprises dans les chaînes de valeur. Quelle chaîne de valeur? Mais le Burkina Faso, c'est un pays. On a un marché intérieur, on a nous-mêmes nos propres chaînes de valeur d'abord, avant d'aller vers les chaînes de valeur extérieures ou bien. On a dit national, régional et international. Mais nous, on part de la base nationale d'abord, puisque la discussion, c'est le secteur privé national et l'État burkinabé. Ça veut dire qu'il faut qu'on structure nous-mêmes nos chaînes de valeur au plan national. Mais pour ça, il faut qu'on ait une chambre de commerce qui soit réellement représentative de ces chaînes de valeur-là, pour ne pas qu'elles viennent individuellement à côté d'elles discuter. Voilà pourquoi j'ai dit, les personnes qui vont venir à cette rencontre-là, qui sont externes à la chambre de commerce en tant que d'autres interlocuteurs, ça dit l'erreur a été commise d'entrée parce que la discussion aurait dû être faite, il aurait dû avoir une rencontre d'abord si c'était une chambre qui nous ressemblait. Il y a avoir une discussion préliminaire d'abord entre cette structure-là et toutes ces personnes-là, afin de coordonner en fait la thématique que nous allons utiliser pour discuter avec le gouvernement. Ainsi, faire pareillement aussi au niveau du gouvernement pour que la discussion soit fructueuse. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc quand vous parlez par exemple de... Donc en d'autres termes, c'est comme si cette activité n'a pas sa raison d'être. Non, c'est très bien parce qu'on va y participer et on pourra faire comprendre... Vous y serez d'ailleurs. Oui, on va y participer puisque c'est notre rencontre. On ne peut pas appeler le secteur privé sans qu'on ne vienne. Voilà, ceux qui ont pris le dessus, ceux qui veulent faire semblant de représenter le secteur privé alors qu'ils ne sont pas réellement représentatifs vont devoir s'expliquer. On va discuter ensemble. Et puis trouver en fait les voies et moyens de sortir en fait de ce carcan colonial là, parce que l'économie n'a rien à voir avec ça. Je pense que les administrateurs ou bien les gouvernants ou bien les politiciens je sais pas, ils ont des antécédents avec ça. Mais le secteur privé, libéralement parlant, n'a rien à voir avec ça. Donc on ne peut pas prendre une camisole coloniale pour représenter les intérêts des hommes d'affaires ou des jeunes chefs d'entreprise burkinabés. Ça, c'est une erreur qu'il faut corriger et la justice va jouer son rôle. Mais nous, en entendant, nous sommes en train d'aller vers la mise en place d'un congrès national pour la création d'une chambre de commerce burkinabé nationale, parce qu'on n'en a pas. Puisqu'on n'a pas d'association. Du fait que vous-même vous preniez part à l'activité, c'est dire que vous suivez le mouvement finalement. Non,
Non, mais la discussion, nous sommes en démocratie. Si nous ne venons pas à la table de discussion, comment est-ce que ce que je peux peut-être vous dire aujourd'hui pourra être porté devant ceux-là qui doivent peut-être prendre ces recommandations-là en compte? Donc vous ne partez pas pour réfléchir stratégie d'intégration des valeurs, des chaînes de valeurs, mais plutôt pour améliorer ce qui on va discuter, mais améliorer, parce que là, ça va permettre de dire voilà comment est-ce que ça doit se faire. Puisque en fait, c'est comme si nous avons une tutelle économique qui ne dit pas son nom, alors qu'en réalité, c'est nous, chefs d'entreprise, qui devons nous asseoir pour discuter de nos problèmes puis les présenter au gouvernement. C'est pas le gouvernement qui vient nous présenter des problèmes, c'est nos problèmes en fait que le gouvernement veut connaître, il veut prendre en compte nos problèmes et nous aider à les résoudre. Voilà pourquoi il y a une discussion. C'est des rencontres au cours desquelles il y a des discussions qui sont menées, il y a des recommandations qui sont faites par les différentes parties, notamment même par le secteur privé, à l'endroit du décideur. Je dis toujours le décideur. Voilà. C'est comme ça. Donc, on ne vient pas avec une feuille de route communicationnelle à votre endroit. On vient pour recueillir un certain nombre de préoccupations qui sont les vôtres. C'est ça la démarche de ce rendez-vous. Oui, mais le thème, monsieur le juge, vous avez dit, le thème en fait en dit long sur son origine. C'est pourquoi je dis, souvent quand vous discutez avec vous-même, il y a des erreurs qui apparaissent comme ça. Et bon, en tant que professionnel, il faut qu'on avise qui de droit que ça ne doit pas se passer comme ça, parce que dans une démocratie, on prend les avis ou bien on consulte tout le monde, tous ceux qui sont susceptibles d'apporter leur pierre, on les invite et on discute avec eux. Mais par exemple, comme nous sommes dans un cas où on n'a pas notre propre cadre à nous, que c'est un cadre qui est pris en compte ou bien qui a été habillé par l'État, c'est difficile de discuter avec les acteurs qui vont mettre sur la table les sujets pertinents et puis en discuter avec l'État pour les résoudre. Les commerçants ou bien les chefs d'entreprise ont beaucoup de problèmes ici. Ils veulent parler de beaucoup de problèmes et souvent, ce dont on parle dans ces rencontres-là ne ressort pas, ça ne trouve pas d'écho. Parce qu'en réalité, très souvent, quand vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas faire porter votre voix. Voilà ce qui se passe en fait. Plus vous êtes organisé, plus vous êtes nombreux, mais c'est obligatoire pour le gouvernement qui a la charge d'administrer les chefs d'entreprise ou bien les entreprises que nous sommes là, de donner une suite favorable à nos desseins, parce que tout simplement, nous produisons des richesses. Et c'est la base, sur la base de la production de ces richesses que les impôts sont prélevés pour permettre, comment on appelle ça, au gouvernement de fonctionner. Donc du coup, nous sommes complémentaires. Mais quand vous êtes complémentaires, il faut savoir qui est qui. Quand vous ne savez pas qui est qui, vous avez en face de vous quelqu'un qui dit qu'il représente vos intérêts, alors qu'il parle au nom d'une organisation qui de droit n'est pas légalement constituée. Il parle au nom de personnes qui pensent se reconnaître dedans, mais qui eux-mêmes voient l'organisation politique, c'est plus politique que secteur privé. Donc nous on veut dépolitiser en fait tout ça, mettre ça réellement dans le secteur privé, parce que ça a été politisé bien avant les indépendants et jusque là c'est le cas. Et nous voulons que ça s'arrête, parce que les jeunes aujourd'hui, les jeunes chefs d'entreprise ne veulent plus continuer en fait ce cirque-là. Il faut qu'on discute franchement avec nos autorités et qu'on trouve des solutions consensuelles à nos problèmes pour démarrer véritablement le moteur de développement qu'est le secteur privé. Parce que ici, vous voyez, c'est pas le gouvernement en fait qui va développer le pays. C'est de l'émulation en fait du secteur privé que le pays va trouver en fait, comment on appelle ça, va prendre la voie en fait du développement. Mais si cette émulation est bloquée par une représentativité d'espèces coloniales, mais il va de soi qu'on ne pourra pas, parce que tout simplement, tout ce qui pourra peut-être les avis ou bien les esprits qui doivent pouvoir se rencontrer puis échanger, porter en fait leur point de vue dans ce cercle-là, mais ne pourront pas le faire. On se demande bien souvent si vous avez déjà pris part à cette rencontre-là, parce que dans les échanges, on n'a pas l'impression que c'est un cirque ou bien les acteurs discutent pour les intérêts français. On a l'impression que c'est vraiment porté par des gens qui sont dans le métier, dans le secteur et qui défendent leurs intérêts. Quand je parle de cirque, je pèse bien mes mots, Monsieur le Président. Ces acteurs qui viennent parler, c'est pas des acteurs qui viennent comme ça de manière anonyme, c'est des gens qui sont connus, qui travaillent dans des entreprises qui sont inscrites au registre de commerce. Maintenant, si cette structure qui est censée représenter les entreprises qui sont inscrites au registre de commerce, elle-même n'est inscrite sur aucun registre dans notre pays ici, qu'est-ce que ça devient? En fait, il faut être sérieux. Quand on cache quelque chose pendant longtemps, c'est pas parce qu'on l'a caché pendant longtemps que c'est pas faux. Parce que c'est ça le problème. Ça a duré, ça a tellement duré, 59 ans, ça fait plus de 2 générations. Donc c'est pas une raison pour qu'aujourd'hui on ne dise pas la vérité. Il faut qu'on discute sur des bases. C'est comme la dernière fois lors de une rencontre qui a été organisée à l'université de Ouagadougou par une organisation de la société civile qu'on appelle les citoyens du renouveau. On a demandé aux acteurs, on veut le renouveau, proposer une politique économique. Mais nous avons demandé simplement, si vous voulez qu'on discute, il faut qu'on discute sur des bases sincères. Quand par exemple le ministre Aruna Kaboré du commerce était là, le directeur de la maison de l'entreprise, il était là, ils ont tous dit que nous avons une chambre de commerce ici qui a été créée par décret.
Mais on leur a demandé publiquement, est-ce qu'on peut avoir le journal officiel où ce décret a été publié? Est-ce qu'on peut avoir les références? Parce que nous travaillons forcément avec le droit et nous voulons avoir les références, des références tangibles. Il n'y en a pas. Et c'est le ministre Aruna Kabore lui-même qui a reconnu, lamentablement, on pensait qu'on veut s'inscrire dans la polémique, mais il a fini par reconnaître. Lui-même, il n'en a pas. Toi, un ministre qui n'a pas en fait un document administratif d'une structure attachée qu'il a créé, ou bien qu'un de ses prédécesseurs a créé. Mais c'est scandaleux. Il faut que ça s'arrête, qu'on discute sincèrement sur des bases objectives. Parce que le droit, on commence toujours par le droit et ça se termine par le droit. Donc en tant que de chef d'entreprise, nous voulons que si nous avons obligation pour nous créer, ou bien d'exercer dans le commerce, ou bien dans l'entrepreneuriat, d'aller s'inscrire au registre de commerce, il faut que la structure qui prétend représenter nos intérêts là soit une structure légalement constituée. Et si ce n'est pas le cas, que ces structures-là disparaissent pour qu'on puisse mettre en place notre structure légalement constituée par des chefs d'entreprise qui sont légalement enregistrés. Voilà comment est-ce que ça va marcher pour le développement du secteur privé. Parce que c'est cette structure-là qui doit être la pépinière des entreprises. Vous remarquez aujourd'hui, les entreprises se créent et puis elles disparaissent. Le gouvernement fait des efforts, c'est vrai, dans l'entrepreneuriat. Mais si on remarque bien, il y a le PNUD qui a fait une rencontre il n'y a pas longtemps pour discuter avec les incubateurs sur les voies et moyens d'empêcher que les entreprises ne meurent dès les premières années de leur création. Mais j'ai dit, mais des gens qui ne sont... c'est pas vos problèmes. Le problème des entreprises ou bien de l'entrepreneuriat incombe à la chambre de commerce qui doit être leur pépinière. Parce que quand vous êtes dans un ordre, on prend... C'est la chambre de commerce qui les tue, ces entreprises-là. Mais c'est parce qu'elles ne jouent pas son rôle, elle n'est pas légale, elle ne nous appartient pas, que ces entreprises-là n'ont pas les voies et moyens d'avoir des recours. Elle appartient à qui? De droit, elle appartient à la France. J'ai dit tout de suite que son acte constitutif, c'est un arrêté colonial de 1948. Donc du coup, est-ce que nous pouvons nous approprier une institution qui ne nous appartient pas? Monsieur Ferdinand, quand on vous écoute, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réglé le problème de la chambre de commerce, pour vous, toute discussion dans laquelle il y aura cette chambre de commerce, ce n'est plus la peine, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de légalité, il n'y a pas de valeur. Non, la discussion, les gens vont discuter. Alors qu'on a eu des élections, on a eu le monde de ce secteur-là qui s'est mobilisé pour ces élections. Tout le monde s'est battu pour avoir son candidat. On a vu au niveau national les petites bagarres qu'il y a eu, toutes les élections, c'est un peu comme ça. On parlait de bagarres. Les petites bagarres qu'il y a eu, toutes les élections, c'est comme ça. Et puis à la fin, ils ont désigné. Et à part peut-être M. Ferdinand que j'entends sur le problème de légalité, vous dites que vous êtes en train de constituer à côté votre chambre de commerce. On attend de voir peut-être ce que ça va donner, mais en attendant, quand il y a des rendez-vous comme ça doit être boudé pour vous par le secteur privé. Quelle devrait être l'attitude? Non, on y participera. On invite tout le monde à venir parce que ce sera l'occasion pour nous de proposer aux gens l'idée d'aller maintenant vers la création de notre propre chambre de commerce à nous. Puisque on n'en a pas au Burkina. Vous savez qu'au MATDS, on enregistre les organisations de la société civile. Mais ici, dans la plage est libre. Mais vous êtes affilié à cette chambre-là, non? Affilié? Oui. Non, je ne suis pas affilié justement parce que je pensais être affilié d'office en étant enregistré au registre de commerce, notamment la société que je dirige. Mais je me suis rendu compte en approchant cette chambre qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puisque normalement, toutes les entreprises de droit burkinabé devraient être enregistrées là-bas en tant que membres. Mais si vous remarquez bien, les membres là celles-là, c'est des entreprises particulières qui sont affiliées là-bas. Ils ne sont pas directement pris en compte d'office comme étant membres de cette, parce que c'est pas une structure associative. Voilà. Vous savez, toutes les fois qu'on vous a reçu sur ce plateau pour parler de ce problème-là, on a des appels qui nous viennent comme ça pour dire ce que le monsieur dit n'est pas totalement faux, mais est-ce que c'est le débat, est-ce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui? À quoi la légalité en termes de constitution de la Chambre de commerce peut être une plus-value dans l'émergence économique au Burkina Faso? Parce que les gens se disent, on est déjà en train de travailler, on cherche à exécuter nos marchés, nos activités. En quoi un débat juridique est important aujourd'hui pour la Chambre de commerce? Non, je l'ai dit tout de suite, tout commence par le droit, tout finit par le droit. Créer une entreprise... C'est votre entendement peut-être? C'est pas mon entendement. En réalité, la société est très bien organisée. Et nous sommes dans un état de droit. Donc, étant dans un état de droit, il faut qu'on respecte les lois. Voilà. Et si une organisation qui prétend représenter les intérêts privés ne respecte pas la loi, ben, il faut que ce soit constaté. Nous, dans le cadre de notre profession, si nous ne respectons pas la loi, naturellement, on va attirer notre attention. Donc, c'est pas parce que le sujet frustre ou bien touche beaucoup de gens qui n'est pas vrai. En fait, il y a un problème. Beaucoup de personnalités politiques ou bien administratives sont impliquées dans cette fraude-là. Je vous ai dit qu'on a habillé une institution qui n'est pas la nôtre avec des décrets. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des ministres qui ont signé, qui ont apposé le sceau de l'État sur une fraude.
Et ça, c'est grave. J'attire l'attention, par exemple, du ministre de la Justice, M. Bagoro, qui a signé un certain nombre de documents en 2016. Parce qu'on a le décret portant approbation en fait des statuts de cette chambre-là a été approuvé. Le décret portant approbation de cette chambre-là a été signé, non seulement par le président de la République, le Premier ministre, et puis un certain nombre de ministres. Mais tout est faux. Voilà un peu ce qui gêne. En fait, les gens ont un problème grave et c'est pas la faute à quelqu'un si on a pu cacher une fraude pendant 59 ans. Parce que personne ne veut sortir pour en parler. Pourquoi? Parce que c'est répugnant. En fait, c'est scandaleux. Voilà ce qui dérange. Donc si on peut pas, on veut construire sur du sable, nous on dit non. On repart sur de nouvelles bases, on construit notre chambre de commerce à nous. C'est ça en fait l'autodétermination, c'est ça l'indépendance, c'est ça en fait la prise de responsabilité. Mais si vous voulez continuer sur des bases... Mais quel est le lien aujourd'hui entre la chambre de commerce d'aujourd'hui et le colon? Le colon? Mais c'est son acte constitutionnel. Il n'y a pas l'ancienne signature, il y a toujours une domination, il y a... Mais naturellement, je vais peut-être sortir un dossier ici que peut-être vous avez peut-être... Allez-y, le Tida aime bien ça. Bon, d'accord, nous pouvons peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont dit que non, ça a été créé en 64 sur la base d'une loi que vous avez peut-être sortie la dernière fois ici, non. La loi dont vous avez parlé là, elle parle des assemblées représentatives des intérêts économiques en haute voltaille de 64 et bien avant cette loi, elle a été adoptée vers juillet 64, mais le premier, je pense, le 13 janvier 1964, le feu président Maurice Yamego a pris un décret autorisant cette chambre coloniale française là, à instituer ce qu'on appelle un fonds de garantie ici, qu'on a remaquillé en taxe parafiscale, qui prend 0,50% sur toutes nos importations. Et ça veut dire que on pille le secteur privé ici sur la base en fait de cette chambre là, mais ils ne sont pas au courant. Ça veut dire que sur chaque milliard, je pense qu'il y a 20 millions qui rentrent en fait dans les caisses de ces chambres là, et que c'est la douane. Sur des quitanciers, je pense, les quitanciers 3410, je parle sous le regard en fait de nos autorités douanières. Le quitancier numéro 3410, c'est sur cette base-là qu'on collecte cet argent-là qui ne va pas au trésor, qui va plutôt dans des comptes privés, dans des comptes postaux. Donc du coup, on va peut-être attirer l'attention des banques ou bien des institutions financières qui ont ouvert des livres de compte pour cette organisation-là, de peut-être commencer à faire les déclarations de soupçons au CENTIF. Parce que tout simplement, quand les choses vont commencer à s'empirer, il y aura un problème grave parce que vous ne pouvez pas ouvrir un livre de compte pour quelqu'un qui n'a pas d'existence légale. Voilà ce qui a été fait. En fait, c'est tellement grave que les gens ne veulent pas en parler parce que les dessous... Et les traces remontent à qui? Jusqu'à qui? Les traces de... Oui, de ces livres de compte ouverts dans les banques là. Ça... Mais c'est cette même chambre de commerce là, du 48. En fait, je vous ai dit que c'est une arnaque qui a été mise en place par le colon avant de nous libérer. Donc, finalement, avant de quitter, ils ont laissé leur emprise économique sur nous ici. Et nous les suivons. Donc, nous, cette jeunesse de maintenant, là, on dit non. En fait, si nos prédécesseurs ont été d'accord avec ça, nous ne sommes pas d'accord de continuer dans ces chaînes coloniales invisibles. Parce que les chaînes sont devenues invisibles aujourd'hui parce qu'elles étaient visibles avant. Pour éviter d'être en porte-à-faux direct avec cette résolution des Nations Unies qui contrait à la décolonisation. Or, comme on ne peut pas continuer visiblement à coloniser, il faut trouver des voies et moyens. Donc voilà pourquoi on a laissé en place des structures qui continuent à fédérer l'énergie économique là, vers la métropole toujours, en faisant croire que ça défend les intérêts du secteur privé local, ce qui est faux. Voilà. Et nous avons peut-être pensé à apporter ça. C'est un document dactylographié de 1948. Voici le document, monsieur le président. On ne donne pas avec la gauche chez nous. Voilà. Voilà, vous allez bien lire l'article 1er, vous pouvez lire l'article 1er. Poursuivez pendant ce temps. Et quand nous avons compris, en regardant le texte statutaire, que le texte statutaire adopté par cette mandature-là, que le gouvernement a approuvé ensuite, en disant que c'est eux qui l'ont adopté, ce texte statutaire dit quoi dans la forme juridique? Le tutelle siège. Dans l'article 2, c'est écrit CCIBF, Assemblée consulaire, est un établissement public à caractère professionnel dont la personnalité morale, l'autonomie dotée et de la personnalité morale de l'autonomie financière et de gestion. Donc, ce qui veut dire que notre ministre du Commerce devrait avoir les références juridiques de cette organisation rattachée là, dans son département ou bien au journal officiel. Ce qu'il a contredit lui-même lors de la rencontre du citoyen du renouveau le 1er octobre seulement récemment. Donc ça veut dire les gens ne veulent pas nous recevoir depuis tout ce temps parce qu'ils savent qu'ils nagent dans le faux. Et c'est un faux scandaleux parce que tout simplement pendant 50 ans on ne peut pas tromper tout un secteur privé parce qu'on a mis des hautes personnalités ou bien une oligarchie financière au devant de cette organisation-là. Non, on a trompé tout le monde. Vous les journalistes, on vous a leurré. On a leurré le secteur privé, on nous a tous leurrés. Et nous ne sommes pas d'accord de continuer avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de créer, comme j'ai pris l'exemple de la Chambre des mines, une association qui va être appelée Chambre de commerce du Burkina Faso, CCIBF. Vous parlez d'une oligarchie, il y a les textes. Il y a le débat que vous menez sur les textes. Vous parlez d'une oligarchie qui est imposée
j'ai pas je parlerai pas de complot ou quoi, mais derrière, c'est des élections. Non, c'est l'État qui fixe tout. Tout se passe par l'État. Au Burkina, les gens ont fait leur campagne et tout. Et c'est des commerçants, on les a vus se battre. Association de commerçants de Woudouoko, association de commerçants de ceci. Nous, on soutient celui-là. Nous, on fait ceci. En fait, monsieur le Président, c'est exactement le même jeu politique que les partis politiques. Il y a des dessous. Il y a beaucoup de dessous. Je pense que vous gagnerez certainement à faire une enquête ou bien c'est pas une émission là-dessus. Parce que ce que vous pensez ou bien ce que vous dites actuellement là est grave. Parce que d'un autre côté, ce qui est réellement à la base, c'est pas ce que vous dites ici. C'est ce qu'en fait j'essaie de faire comprendre. On montre l'information dans les médias et on dit non, tout est beau, tout est rose. Alors qu'au fond, les plaignants sont aussi nombreux que moi. Nous, en réalité, un intérêt particulier pour ce que vous dites et la preuve, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit là-dessus. Aujourd'hui, nous voulions parler du secteur privé et du fonds, pas du secteur privé en tant que tel, mais du rendez-vous qu'il y aura au Dioulasso bientôt. Maintenant, c'est vrai que vous, à chaque fois qu'on vous reçoit aussi, vous ramenez le problème qui pour moi aussi est un problème de fond. C'est que je disais au départ qu'autour d'une table, si on n'a pas l'identité claire des gens qui viennent discuter, ça peut biaiser même l'échange qu'il y aura. Vous posez un problème de fond sur la qualité de représentation de l'un des maillons forts à la discussion. Naturellement. Ce qui fait que, pour finir, on termine dans le débat de la Chambre de commerce à chaque fois. Donc on sait que c'est le problème que vous posez, il est névralgique. Mais ça, c'est quelque chose qui se poursuit en justice. Comme vous le disiez. Maintenant, en attendant, on bloque la machine pour... Qu'est-ce qu'on fait ? Non, en fait, monsieur le juge nous n'attendons pas la justice en ce qui concerne ça. La justice va prendre son temps, elle va faire son travail. C'est un travail de constat. On ne peut pas... Les magistrats, ils ont tout leur temps pour faire ce constat-là. Ils auront les documents, ils vont constater. Mais en entendant ce constat, il y a un vide juridique qui prévaut. Et ce vide-là nous permet de marcher vers la création, à travers un congrès national, de notre propre chambre de commerce à nous, Burkinabés. Je parle de nous, les Burkinabés. Et dans la dynamique, quels sont ceux qui sont avec vous, qui vous accompagnent dans la justement, ces potentiels participants à cette rencontre-là vont être mis, vont recevoir l'information directement dans ce cadre-là qui va permettre de fédérer en fait toutes ces personnes-là et d'aller maintenant vers, puisque c'est quelque chose de démocratique. Quand vous voulez faire une association, ce n'est pas quelque chose de dictatorial. Il faut que les gens adhèrent. Donc cette adhésion doit venir dans une certaine clarté. Et c'est dans ce cadre-là que les gens vont comprendre effectivement qu'il y a lieu qu'on s'avise, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus continuer sur des bases coloniales à développer notre économie. Donc il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et il y a beaucoup de jeunes comme nous qui sommes là, qui veulent... En fait, il y a une pression politique ou bien gouvernementale qui dit pas son nom, qui empêche les gens de parler. Nous, en fait, on a peut-être pris un certain nombre je sais pas, de dispositions pour en parler publiquement, sans quoi les gens en parlent. En fait, les gens ont peur. On a installé une certaine gouvernance de la peur, de sorte que les gens dans les ministères, dans les directions, même dans le secteur, les gens ont peur quand vous parlez que ça va à l'encontre du gouvernement ou bien de l'État. Alors que non. Le président de la République lui-même est obligé de respecter la loi qu'il a juré fidèlement de respecter ici. Donc si notre président lui-même a juré de respecter la loi, aucun autre Burkinabé, aucune autre organisation ne peut violer la loi ici impunément. Donc du coup, c'est ça que les gens ne peuvent pas concevoir. Donc notre manière, même la politique, a tellement a mis les gens dans une certaine servitude que les gens, pour leurs intérêts, leurs petits marchés, n'osent pas parler en fait de ces chambres de commerce, parce qu'il y a des gros bonnets qui sont là-dedans et qui sont les relais pour qu'ils puissent obtenir des marchés. Donc les gens ont peur. Qu'en parlant, ils ne puissent plus avoir de marché. Mais nous sommes en train d'ouvrir un autre volet dans notre système économique qui nous empêche pas de parler de ce problème-là. Donc du coup, nous on n'a pas ces contraintes de marché que les entrepreneurs ont là, parce que les petits entrepreneurs profitent des sous-traitances avec les grands entrepreneurs, ainsi de suite. Le commerce c'est comme ça, c'est une chaîne. Voilà pourquoi je parle de la structuration réellement des chaînes de valeur dans notre pays. On est pratiquement dans la dernière minute de l'émission. Vous dites que vous allez prendre part à l'événement à Bobo-Dioulasso. On sait que la question de la légalité n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous allez jouer les troubles faits pour vous faire entendre? Non, pas les troubles faits. On va discuter, on va échanger. En fait, on va trouver peut-être des hôtesses qui vont faire en fait un petit travail en fait, on est en train de préparer un certain nombre de choses pour mettre les gens devant. Voilà pourquoi je parle de troubles faits. Non, pas de troubles faits. Si le comité d'organisation n'est pas tenu informé de votre démarche. Non, mais monsieur le président, des hôtesses qui peuvent même être les hôtesses qui vont peut-être servir ou bien en tout cas assister à cette rencontre-là peuvent servir le secteur privé d'une manière ou d'une autre. C'est pas seulement. En fait, c'est pas le gouvernement qu'on sait. C'est une rencontre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été fait, qui a été projeté d'un commun accord. Donc maintenant, si c'est d'un commun accord, nous sommes tous participants et acteurs. À partir de ce moment, nous pouvons
aller dans le sens de la légalité, de la promotion en fait de notre propre secteur privé au détriment des multinationales étrangères. Nous allons prendre l'avis conclusif de Jules Vaha. Avec Dr Ferdinand, quand on discute toujours, le problème c'est qu'on revient sur des problèmes réels, qui sont des problèmes de fond qu'ils posent, qui tant qu'ils ne sont pas élagués, impactent fortement d'autres choses. Vous voyez, de la discussion sur l'opportunité et même le contenu ainsi que le fond du rendez-vous de Bobo Dioulasso, on en est venu à la qualité de l'une des personnes qui participent de façon essentielle au rendez-vous. Donc du coup, on n'a même pas terminé d'élaguer ça, on n'est même pas revenu vraiment sur le fond de la discussion. Mais ce qu'il pose comme problème était problème qui est essentiel. Maintenant, est-ce que ça aurait été favorable? Parce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles le docteur Ferdinand s'est engagé et il allait en justice. Donc c'est quelqu'un qui est sur ce front-là, sur plusieurs autres questions. Quelquefois, c'est pas bien entendu, c'est pas bien compris, ou bien c'est lui aussi qui a tort. C'est aussi quelque chose qu'il faut entrevoir. Donc il n'y a jamais de verdict final avec lui. Non, en fait, c'est pourquoi je dis chaque fois, pour éviter d'être subjectif, on se réfère à la loi. Évidemment. Voilà, la loi comme c'est l'émanation en fait de la. Donc on attend comment ça sera vidé. Voilà. Non, en fait, la corruption existe, les pressions existent, les juges sont sous pression. Nous savons ça parce qu'il y a déjà des déclarations. Non, nous savons. Mais faisons attention. Les juges du tribunal, pas vous. On ne parle pas de vous, on parle des juges. Parce que non, il y a sur des radios, il y a des juges qui ont dit qu'il faut que la population les aide parce qu'ils sont victimes souvent de pression. En fait, c'est ce qu'on veut. On veut aider même notre justice à trancher librement. Vous savez que les juges assesseurs au niveau du tribunal de commerce sont issus de la chambre de commerce. Mais comment des juges légalement nommés peuvent siéger avec des juges qui sont issus d'une organisation qui n'est pas légalement constituée, alors que ces juges condamnent même des organisations qui peuvent avoir raison en justice parce qu'elles ne sont pas légalement constituées simplement. Vous voyez que c'est paradoxal. D'accord. En attendant l'avis de la justice sur la question, l'activité se tiendra le 14 et 15 octobre prochain à Bobo Dioulasso, sous le thème stratégie d'intégration des entreprises burkinabées dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. Nous reviendrons certainement avec le comité d'organisation pour apprécier, pour faire le bilan et surtout pour apprécier les recommandations qui seront formulées. Merci à vous, Dr Ferdinand Ouedraogo. Merci, Président. Merci également au juge au siège Geoffroy Vaha et merci à l'ensemble de l'équipe qui a réalisé cette émission. On vous retrouve lundi pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre, pour que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.